Alors, là, je vais commencer par une petite mise en contexte, très banale pour les gens qui travaillent sur l'irrigation en France, mais peut-être un petit peu moins pour ceux qui ne travaillent pas trop dessus. Donc, l'idée est de vous présenter finalement plutôt une commande assez ferme de l'État, du ministère de l'Agriculture vis-à-vis d'IRSTEA, pour proposer un guide pour les approches économiques des projets de territoire, sur lesquels je reviendrai un petit peu. Mais finalement, je voudrais revenir pour une mise un petit peu en perspective un peu historique de pourquoi il faut s'intéresser plus spécifiquement aux enjeux économiques liés à l'irrigation. Et en fait, vous avez, comme beaucoup de gens, entendu parler de problèmes liés à des créations de ressources, à des créations de barrages, de retenues, etc. Et je vous invite à un petit retour en arrière sur finalement l'irrigation, c'est quoi en France et pourquoi il y a de telles tensions. D'abord, un premier élément, c'est que l'irrigation en France c'est très mal connu en termes de qu'est-ce que ça prend sur le milieu, qu'est-ce que ça fait. Juste un petit graphe ici pour vous montrer au niveau de l'agence de l'eau à Dourgaronne, quand même un endroit où il y a de l'irrigation depuis déjà quelques temps. En fait, comment on qualifie l'irrigation depuis les années 78. Donc c'est à partir de 78 seulement qu'on commence à s'intéresser au volume d'eau prélevé par le monde agricole. L'irrigation était déjà là, effectivement, déjà un peu avant, mais 76 a été un élément très fort déclencheur de l'irrigation en Haute-Garonne, mais on ne savait pas trop qu'est-ce que ça prélevait. Et vous voyez qu'en fait, après la loi de 92 où il y avait une obligation déjà de comptage, puis tous les décrets d'application de 93 à 97, en fait ça commence à être à peu près compté correctement dans ces années 98-2000, et puis après, on peut dire qu'à peu près de la vie même de l'agence dans ses bilans, à partir de 2000, elle compte à peu près 80% de ce qui est prélevé. Donc voilà, ce que prélève l'irrigation sur le bassin d'Haute-Garonne, à peu près 1 milliard de mètres cubes, enfin un petit peu moins. Voilà, on commence déjà à savoir. Mais finalement, aujourd'hui, on parle de tension sur la ressource ou de tension sur les usages, mais finalement, quand on regarde en complément du graphique précédent, si on regarde à l'échelle de la France, finalement, depuis, je dirais, 2000 à 2010, j'ai pas de chiffres plus récents parce que la mise en visibilité de tout ça est beaucoup moins évidente depuis 2010. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des synthèses de ce type-là. Mais peu importe, regardez, de 2000 à 2009, finalement, quand vous prenez les différents usages, que ce soit l'eau potable, on est plutôt en phase de réduction des prélèvements. Ici, malgré l'augmentation de la population, pour les prélèvements pour l'industrie, c'est pareil, on n'est pas vraiment dans une phase de croissance. Pour la production électrique et notamment pour refroidir les centrales nucléaires, alors là vous avez une petite impression d'augmentation, mais c'est simplement parce qu'on change le thermomètre. On a mis une centrale nucléaire de plus dans les comptages, celle qui est à côté de Bordeaux là-bas. Et puis vous voyez, l'irrigation, on ne peut pas dire non plus que l'irrigation ce soit en phase d'expansion très forte en termes de volume prélevé. Voilà les volumes prélevés de 2000 à 2009. Bon, si on avait les chiffres actuels, on aurait la même variabilité, peut-être un peu plus fort sur les dernières années. Alors finalement, qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce qui prédispose à se poser des questions sur l'irrigation, c'est ce type de carte qui est régulièrement produite à l'échelle de la France. Maintenant, vous avez un site sur lequel vous pouvez télécharger toutes les semaines ou tous les 15 jours la mise à jour des problèmes de crise sur les bassins. Voilà, ce qui mobilise la société, c'est les restrictions totales d'irrigation, les restrictions aussi d'usage d'irrigation ou d'usage domestique. Voilà, en général c'est pareil. Ça c'est par exemple la carte de 2010, qui est une carte de la vue même de l'agence de l'eau à Dourgaronne, tout à fait banale. Voilà, et donc c'est une année moyenne, et vous voyez quand même qu'il y a une partie significative du bassin qui est en tension, où les gens ont une interpellation régulière du fait qu'il faut qu'ils arrêtent de laver leur voiture, etc., et que les agriculteurs sont soumis à des restrictions. Voilà, donc haro sur l'irrigation depuis quelques temps.
Juste pour vous rappeler aussi, regardez la manière dont le SDAGE de 96 sur RMC évoquait les enjeux sur la ressource. Les bassins prioritaires pour une amélioration de la gestion quantitative. On voit quand même qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de problèmes en 96, en tout cas de mise en visibilité, hein, c'est toujours pareil. Et d'ailleurs, à côté de l'enjeu amélioration de la gestion quantitative, en fait, il y avait la mise en évidence du fait que dans cette zone RMC, de toute façon, il n'y avait pas trop à s'en faire parce qu'on avait des grands ouvrages hydrauliques qui permettraient de répondre à l'essentiel des petites taches bleues qu'il y avait sur le bas. C'était pratiquement écrit comme ça. Regardez aussi, ce qui est assez amusant, c'est la manière dont on présente les enjeux de gestion quantitative sur ce SDAGE en 96. On a des linéaires de rivières, donc vous voyez, à part 2-3 tâches où on ne sait pas trop, et notamment la Drôme où certains d'entre vous ont travaillé, il y a quelques tâches, mais c'est souvent des linéaires. Vous verrez que la manière de présenter les choses a beaucoup évolué depuis. Voilà. Et en fait, voilà la différence que vous pouvez voir de 1996 à 2010. Ben voilà en fait les zones sur lesquelles effectivement, sous bassin versant, dans lesquelles des actions de résorption du déséquilibre quantitatif relatifs au prélèvement sont nécessaires pour atteindre le bon état. La DCE est passée par là, la qualification finalement de l'état des masses d'eau est passée par là, et donc on s'aperçoit que sur toutes ces zones-là, il y a besoin de faire des actions de résorption, c'est-à-dire de réduction finalement du déséquilibre. Alors, un déséquilibre offre-demande, il y a plein d'économistes ici, ils vont dire soit on joue sur l'offre, soit on joue sur la demande, hein, mais donc on va revenir sur ces deux points après. Et puis ici, là, c'est des actions en orange, les zones sur lesquelles il faut faire un peu attention, donc où il faut faire des actions de préservation de l'équilibre pour maintenir à terme. Et vous avez la même chose, ça c'est sur les eaux de surface, et vous avez la même chose sur les eaux souterraines. Voilà. Et en fait, la première des actions qui ont été engagées, ça a été les fameuses études de volume prélevable, qui vont définir finalement ce qu'on peut effectivement prendre sur le milieu sans lui porter dommage. On a la même chose qui a été faite sur les nappes. Voilà. Donc vous voyez, hein, on retrouve à peu près ici, que ce soit sur les nappes ou sur les eaux de surface, le diagnostic qui avait été fait avant sur les zones où il fallait faire quelque chose. On a commencé par faire des études, hein, volume prélevable. Certains d'entre vous ici ont participé à ce type d'études. Voilà. Et ça aboutit à ça. Les zones sur lesquelles, effectivement, on va être extrêmement vigilant donc c'est les fameuses zones de répartition des eaux, où là, tout prélèvement sur la ressource est vraiment extrêmement encadré, sans parler des programmes de mesure qu'on envisagera après, mais c'est des zones sur lesquelles, effectivement, l'attention et d'un point de vue réglementaire, on a beaucoup de contraintes par rapport à tous les usages de l'eau. Vous voyez quand même la différence entre les deux sites. C'est pas simplement les plans d'action, hein, que vous voyez, c'est vraiment les endroits où réglementairement on impose de grosses restrictions sur les usages de l'eau. Voilà. L'enjeu des retenues collinaires, alors une façon de répondre à cette question de déséquilibre offre-demande, il y a d'un côté on va réduire la demande, on va en parler tout à l'heure à travers les études économiques, et l'autre solution c'est ce que les gens appellent la création de ressources, qui, comme tout le monde le sait, n'est pas une création de ressources, mais c'est le stockage d'eau pour satisfaire les différents usages. Là, c'était juste pour vous montrer, parce que de quoi on parle quand on parle de retenue collinaire. Beaucoup de projets de territoire concernent l'évaluation économique, finalement, de l'opportunité de créer des retenues collinaires et des retenues dites de substitution. En fait, voilà un peu les différents ouvrages dont il est question. Vous avez, bien sûr, voilà, les types de retenues qui existent en France, les 125 000, hein, à peu près. On les connaît très mal, d'ailleurs, elles ne sont pas toutes recensées. Donc c'est les réserves réalimentées par pompage dans la nappe, c'est le premier. Donc ça c'est le modèle qui existe notamment côté Marais Poitevin en Vendée. Les réserves alimentées par pompage dans la rivière, il y a aussi ce genre de choses
type de... Donc on crée complètement des espèces de grandes piscines. 3. Les retenues collinaires alimentées par ruissellement et déconnectées du réseau hydrographique. Donc c'est celles qui sont plutôt en haut dans les zones collinaires. On en a beaucoup en Ardèche, dans ces endroits-là, et qui servent à la fois pour l'élevage et pour l'irrigation. Les retenues en dérivation, voilà, celles qui sont là, et les retenues en barrage sur les cours d'eau. Quand on parle des retenues en France, voilà un petit peu tout ce dont il est question. Voilà, il y en a 125 000. Et pour vous montrer que ce sont des zones, ce sont des points quand même relativement, des éléments relativement importants, voilà la carte en 2010, je n'ai pas trouvé plus récent, mais il doit y en avoir. Voilà un petit peu la capacité cumulée de ces retenues collinaires à l'échelle communale. Vous le voyez un petit peu sur la zone Adour-Garonne, dont je vous ai présenté les zones en tension tout à l'heure. Mais finalement, quand vous regardez les zones en tension et les zones en retenue, vous avez une belle image de moins de tension quand il y a des retenues collinaires versus, si je remonte, voilà, à celle-là. Si vous regardez bien, on pourrait presque faire un parallèle entre là où il y a de la tension, c'est parce qu'il n'y a pas de retenue. Voilà. Et l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est celui-là, c'est de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas, en gros, de faire des retenues dans les fameux projets de territoire. Voilà, c'était juste présenter un élément de contexte pour que Sébastien, après, rebondisse sur qu'est-ce qu'on a, la commande, etc. Alors, ah, mais t'as pas la suite là? Ah non, parce que j'ai pas Ah, d'accord. Je savais pas ce que tu voulais présenter exactement après. Ben, je vais repartir sur la présentation du copine. D'accord. Donc il y a de nombreux projets de territoire qui ont émergé un peu partout en France. Il y a une cellule d'expertise qui a été missionnée pour travailler sur l'évaluation de l'état d'avancement de ces projets de territoire et plus directement pour voir quels étaient les points de blocage de ces projets de territoire, parce qu'il y en aurait une soixantaine dans les tuyaux, avec quasiment aucun qui aboutit. Et l'objectif, c'était identifier les raisons. Et cette cellule d'expertise a mis en évidence qu'une des raisons, c'était la faiblesse des analyses économiques qui étaient réalisées dans le cadre de ces projets de territoire. Faiblesse, voire absence. À l'exception de 2 ou 3 bassins, il n'y avait jamais d'analyse économique réalisée. Or, sans analyse économique, on ne peut pas donner à l'ensemble des parties les moyens de se faire une opinion sur l'intérêt de différentes mesures qui font partie du projet de territoire. De mesures allant de stratégies d'adaptation d'un point de vue agronomique, technique, jusqu'à de la création d'ouvrages pour stocker de la ressource. Et donc, Patrice l'a dit en intro, c'est là que le ministère de l'Agriculture nous a missionné pour proposer un guide pratique de réalisation d'analyse économique des projets de territoire, mais réalisé dans un cadre de concertation. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'analyse économique classique, c'est de l'analyse économique classique, mais il faut qu'on se pose la question de comment ces résultats de l'analyse économique, on les met en discussion au sein des projets de territoire, avec quels mots, à quel moment, de quelle information les analystes ont besoin, informations qui viendraient du territoire, et inversement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme information supplémentaire avec des analyses économiques pour éclairer la décision d'une part, mais surtout pour éviter les blocages.
Donc le guide que l'on a proposé de réaliser porte sur l'évaluation économique et financière des usages agricoles et marchands des projets de territoire pour la gestion de l'eau. Alors on insiste sur ces deux aspects, on se focalise sur la partie agricole. Agricole parce que c'est quand même le cœur de tous les projets de territoire et que alors, pour être identifié comme projet de territoire, normalement, il faut que ce soit du multi-usage. Enfin, au moins qu'il y ait une diversité d'usages concernés et impactés par les projets. Sur de nombreux bassins, en fait, c'est un peu tiré par les cheveux. On a des projets de territoire qui ont vocation clairement à créer tout de suite de la ressource. Et trouver le multi-usage dans ces cas-là, c'est pas toujours facile. Mais dans tous les cas, il y a toujours au moins un acteur qui est pas un acteur en tant que tel, qui est l'environnement. Donc si on veut créer de la ressource ou mettre en place des mesures, c'est généralement pour respecter des débits biologiques, des débits d'objectifs d'étiage. Et à ce titre-là, l'acteur environnement ou le représentant des intérêts en matière d'environnement est concerné, donc ça peut être du multi-acteur. On s'intéresse uniquement à ce qui est marchand. Alors pourquoi parce que bon, les impacts environnementaux, on pourrait, ou en économie, il y a des méthodes pour les évaluer, mais l'objectif, c'est de rester très pragmatique. Il ne faut pas proposer des méthodes que personne ne sera capable de mettre en œuvre, faute de temps, faute d'argent ou faute de compétences. Et typiquement, les méthodes de valorisation des actifs environnementaux, en particulier, c'est chronophage, c'est contesté, et c'est pas forcément de nature à éclairer la décision. Donc, je vous présente en fait le plan qui était proposé à l'origine au comité de pilotage de cette étude-là, qui a eu lieu il y a 2 ou 3 semaines, je ne sais pas, par là. Donc ça a changé depuis, mais le fond est là. Bon, le contexte et objectifs, Patrice les a présentés. Alors, dans les contextes et objectifs, il faut rappeler 2 choses. Il y a eu des documents qui définissaient ce que devait être un projet de territoire, ce qui était requis pour faire un projet de territoire. En fait, un projet de territoire, c'est une terminologie plutôt agence de l'eau, et plutôt Loire-Bretagne et Adour-Garonne, parce qu'à RMC, ils n'ont pas tout à fait cette terminologie-là. Un projet de territoire, c'est un projet qui est présenté à l'agence de l'eau, et c'est sur la base de l'intérêt de ces projets-là que l'agence va déclencher des subventions ou pas de la part de l'agence. Si on ne fait pas de projet de territoire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de soutien financier, mais il ne viendra pas de la partie agence. L'agence ne financera que les projets qui auront argumenté sur la base d'un projet de territoire. En RMC, c'est un peu particulier puisqu'ils ont des PGRE, des programmes de gestion des ressources en eau, qui sont des mesures à mettre pour atténuer, pour restaurer le bon état. Donc, c'est pas la terminologie projet de territoire, mais on en est très proche. Alors, on rappelle du contexte et des objectifs, les étapes qui devraient apparaître dans un projet de territoire. Patrice, je te repasse la main. En fait, c'est juste les enjeux des projets de territoire, j'ai oublié de le préciser, c'est que cette création de ressources, j'ai évoqué le fait qu'il y avait déjà 125 000 retenues collinaires en France. Pour l'essentiel, elles ont été construites avant un événement que vous connaissez, qui est Sivins. Parce que, donc, du coup, on crée des retenues sur la demande du monde agricole en général, avec des financements, des soutiens publics, très généralement, qui venaient soit des départements, soit de la région, soit de l'agence de l'eau, en fonction soit même de l'Europe, etc. À partir de Sivins, c'est aperçu que
la manière dont étaient évalués les projets pouvait poser souci. Et donc du coup, c'est à partir de Sivins que l'État a fait un moratoire sur la construction de retenue et a proposé en 2015 ce fameux décret décrivant comment on devait maintenant réfléchir à l'insertion d'une retenue collinaire ou d'un projet de création de ressources dans un bassin versant. Et donc, ça doit être argumenté sur l'idée qu'il y a un projet de territoire, c'est-à-dire qu'il y a une réflexion collective, multi-usage, autour des usages de l'eau sur un territoire qui justifie qu'on mette en place différentes mesures. Donc, d'abord, des économies d'eau à tous les points de vue, puis éventuellement, quand ça ne suffit pas, une fois qu'on a fait toutes les économies d'eau possibles, on met en place éventuellement un stockage complémentaire. Alors au départ, en 2015, sous la forte pression essentiellement des protestataires du monde, je dirais, de l'environnement, il n'était pas envisageable de faire autre chose que simplement de la substitution de ressources. Alors ça veut dire quoi? C'est dans le schéma que j'ai évoqué tout à l'heure. Peu importe, c'était simplement, on ne pouvait pas créer des ressources pour agrandir les superficies irriguées, mais c'était juste pour sécuriser l'irrigation déjà existante et pour concilier à la fois les besoins de l'irrigation et les besoins du milieu. Et donc du coup, on essayait de stocker l'eau en hiver pour pouvoir irriguer en été avec un monde agricole déconnecté du fonctionnement de l'hydrologie du bassin en été. Donc c'était le principe de la substitution. C'est-à-dire qu'on substituait par des stockages d'hiver des prélèvements actuels, des prélèvements qui étaient dans la rivière. Le discours depuis 2015 change, notamment avec l'enjeu du changement climatique. Et donc aujourd'hui, on est avec des projets de territoire qui ambitionnent éventuellement d'aller au-delà de la simple substitution. Et ça, c'est un autre point. Mais donc du coup, dans ce cadre de projet de territoire, il y a à peu près ce schéma-là, qui est assez classique en termes de planification, qui est proposé, qui est faire un diagnostic partagé sur les enjeux, identifier des trajectoires d'évolution possibles, identifier des plans d'action pour chaque scénario possible. Après, on définit effectivement des critères et des calculs d'indicateurs pour qualifier la désirabilité des scénarios. On réalise des études d'impact selon ces critères et ces indicateurs. On exprime des préférences, des réserves sur les scénarios et on notifie un choix de scénario pour structurer le projet de territoire. En gros, c'est ça qu'il y a dans la directive de 2015 dite de Ségolène. Voilà. Donc, juste pour positionner, les études économiques, elles sont bien positionnées. Si tu reviens sur le précédent, elles sont, une fois qu'on a les études économiques, ce qu'on nous demande de faire, c'est ici, c'est sur cette partie-là. On ne nous demande pas de travailler sur la partie en amont, sur le diagnostic, sur l'identification des plans d'action, etc. Ça, c'est des choses qui doivent être faites en amont. Et le guide est positionné là-dessus. Bon, ça, on va y revenir juste après. Voilà. Je rajoute un point sur le contexte. Patrice a montré les bassins sur lesquels il fallait résorber les déficits quantitatifs. En 2006, la loi sur l'eau a dit qu'il fallait identifier les volumes prélevables pour chaque bassin déficitaire, ce qui a été fait, et le résultat de ces études volumes prélevables ont mis en évidence des objectifs de réduction de moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, moins 90% sur certains bassins de réduction des volumes prélevables. Et c'est en réponse essentiellement à cette réforme des volumes prélevables que la profession agricole a massivement s'est mobilisée pour demander la création de ressources sous l'argument que c'est une co-responsabilité. L'État nous a laissé, nous a donné trop d'autorisations de prélèvement, on s'est équipé, on a investi, on a un matériel de production. Aujourd'hui, il nous demande de faire machine arrière, donc vous nous financez des réserves. C'était un peu le deal. Voilà. Donc ça, c'est les enjeux de la participation. C'est pourquoi je suis impliqué dans cette histoire.
parce que normalement c'est que des histoires d'économistes, mais on comprend bien que la pertinence et la qualité de l'analyse économique exige la confiance des parties prenantes et nécessite que les scénarios, donc la partie en amont, englobe bien un panel d'options à définir collégialement, alors que quand on regarde la réalité des projets de territoire aujourd'hui, ils ont été conçus et élaborés uniquement par la profession agricole, sans tenir compte d'options qui auraient été proposées éventuellement par des gens qui ne sont pas dans le courant classique agricole. Le rôle de l'évaluation économique et ses limites dans le processus de décision, aujourd'hui, comme il n'y en a pas, de toute façon, on ne peut pas dire qu'il soit posé collectivement. Il y a un autre enjeu spécifique en termes de participation, c'est que si on veut explorer ce qu'on pourrait faire en termes à la fois d'économie d'eau et le pourquoi éventuellement de stocker de l'eau, les gens qui vont pouvoir donner de l'information sur ce qu'on peut en faire de cette eau ou comment on peut s'adapter, c'est bien les agriculteurs. Et donc du coup, s'ils ne sont pas là pour donner de l'information sur leur stratégie d'adaptation, on ne peut pas faire une analyse pertinente de scénarios picots. Et un autre point, quand les économistes commencent à parler entre eux, on s'aperçoit assez vite que les notions économiques et son vocabulaire spécifiques sont assez difficiles à comprendre pour un public non averti. Donc l'objectif de ce travail, c'est pour Patrice, de veiller à ça, à ce que l'on fasse, intervienne au bon timing, dans une terminologie que tout le monde comprend, avec un échange réciproque d'informations. Et le mien dans l'histoire, c'est plus l'analyse économique classique et essayer de proposer une méthode qui soit relativement simple, peu remise en question par les acteurs, et analyse économique qui soit réellement co-construite avec l'ensemble des acteurs. Mais pour faire ça, on a besoin de poser certaines hypothèses, comme pour toutes les analyses économiques. C'est quoi un scénario de référence? C'est quoi l'horizon temporel sur la période d'analyse? Donc vous voyez déjà là, scénario de référence, horizon temporel, vous êtes tous de près ou de loin chercheurs, mais il y en a déjà qui doivent se poser la question de quoi ils parlent vraiment. Donc quand on est face à un public d'usagers, d'agriculteurs, de gens concernés, on les a déjà perdus à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un effort de pédagogie énorme à faire pour Patrice, pour que ce que l'on raconte dans certaines disciplines, notamment en économie, soit compris, accessible par ceux à qui on s'adresse. Bref, il y a plusieurs points, des préalables qui ont donné lieu à quelques discussions au premier comité de pilotage. C'est se mettre d'accord sur ce qu'est un scénario de référence. Alors, quelle est l'année de référence? Quel est le scénario? Alors, l'année, c'est l'année à partir de laquelle on part. Est-ce que c'est forcément aujourd'hui? La profession agricole, parfois, ils disent non, mais il faut repartir en fait de 2010 parce qu'on a commencé à faire des efforts en 2010 et on a subi des pertes économiques depuis 2010. Donc c'est pas facile à trancher. Est-ce que c'est à un projet de territoire de trancher ou est-ce que c'est à nous, à l'État de définir quelle est l'année de référence et c'est quoi un scénario de référence? Le scénario de référence, à l'évidence, c'est un scénario où on n'a pas de projet de territoire, où le projet de territoire n'existe pas, mais caractérisé par un objectif de réduction des volumes prélevables pour respecter à terme les objectifs quantitatifs et qualitatifs. Donc c'est ce qui a été retenu. On se posait la question de à qui c'est de choisir ces scénarios-là, et on a tranché, c'est pas aux parties prenantes de choisir, c'est à nous. Mais à l'évidence, je suis dans 2 projets de territoire, il y en a 2 qui ont déjà retenu des solutions opposées. Un sur l'Adour, où on respecte plutôt ça, et un autre sur le Vaucluse, où
dans le scénario de référence, l'agence dit mais il y avait déjà des programmes, des mesures identifiées dans le PGRE, modernisation d'ASA, et donc ces mesures-là, elles font partie du scénario de référence. Et votre projet de territoire, ça vient en plus. Donc vous voyez, c'est déjà pas les mêmes optiques. Et je suis sûr qu'il y en aura encore plein des différences. Autre question, c'est qu'est-ce qu'un scénario avec projet de territoire et combien on peut en réaliser? Parce que chaque fois qu'on fait un scénario, on fait une analyse économique derrière. Donc ça veut dire que c'est cher. Un ordre d'idée sur la Dour, à Monc, un bassin de taille relativement modeste, c'est 100 000 euros. 100 000 euros pour, on verra, 2 scénarios. Est-ce qu'on est prêt à en explorer 3, 4, 5 Si on explore des scénarios vraiment novateurs sur de l'agroforesterie, de la conversion en bio, des circuits courts, des trucs qui sortent de ce qu'on a l'habitude de prendre en compte avec des modèles économiques d'exploitation assez classiques, système grande culture, élevage qui sont bien documentés, ça veut dire refaire des enquêtes, recreuser, reconstruire tous les scénarios et refaire des analyses économiques. Donc il y a un curseur à mettre en quelque part où le nombre, la pertinence des résultats est certainement inversement proportionnelle au nombre de scénarios. Une petite clarification, parce qu'avant Patrice a dit, justement en amont, il a dit que les scénarios, ils étaient traités par ailleurs, que c'était un truc qui était fait avant, que ça s'était acquis, et puis après vous travaillez sur l'analyse économique. Et là, tu es en train de redire quasiment le contraire en disant que vous êtes obligé de la seule chose qui est... C'est pas dans le guide, on ne dira pas qui construit les scénarios. La question est de savoir, c'est comme on fait de l'analyse économique, on fait une comparaison par rapport à un état entre guillemets zéro. Le problème, la difficulté, c'est de déterminer le point de comparaison. Et le point de comparaison, c'était ce fameux scénario tendanciel. Voilà. Et donc du coup, est-ce que tout le monde prend le même scénario tendanciel? Est-ce que dans le guide, on doit définir ce que c'est que le scénario tendanciel? Ou est-ce qu'on laisse les territoires choisir le point de référence? Donc vous traitez bien quand même la question de... Parce que ce qu'on a demandé dans le copie, c'est 100 000 euros, et il dit ça va coûter cher d'en rajouter, ça veut bien dire que la question d'ouverture de l'espace des scénarios, elle vous est posée. Non, elle est posée, mais nous on dira, si vous voulez en évaluer 2, ça vous coûtera 100 000 euros, si vous voulez en évaluer 3, ça sera 50 000 euros de plus, 4, etc. etc. C'est juste ça. Et le principe étant d'amener les gens plutôt à se... nous on a demandé à l'État, et l'État a dit, le COPI l'a dit, le scénario de référence, c'est l'application des volumes prélevables, point. Et donc c'est ça qui doit servir de base à toute évaluation et à toute comparaison. C'est juste, c'était pas à nous en tant que chercheurs de définir ça, puisque c'est une décision de nature politique. Là, on attire juste l'attention sur le fait que si on a des territoires qui veulent tester des scénarios radicalement différents, plutôt que d'habitude, souvent on a des scénarios d'adaptation à la marge, tout ce qui est évaluation de ce qui se fait à la marge, c'est pas trop compliqué à faire, mais dès qu'on va imaginer des scénarios radicalement différents, on n'est plus dans les mêmes ordres de temps. Et là, on est pour aider à rédiger les cahiers des charges, par exemple. Si vous anticipez que sur votre bassin, on va avoir des scénarios radicalement différents qui vont être mis à l'étude, assurez-vous d'avoir le budget qui va avec, parce que sinon, vous aurez des résultats qui ne tiennent pas la route, parce que vous n'aurez pas donné les moyens de les réaliser, quoi. C'est juste ça. Alors un autre préalable, se mettre d'accord sur ce qui est le territoire. Identifier la diversité des acteurs concernés, les frontières. Alors ça c'est un des gros problèmes qu'on aura en analyse économique. Au plus le périmètre est petit, au plus il y a des effets de bord. Qu'est-ce qu'on fait des exploitations qui sont localisées dans un bassin qui consomme de l'eau dans l'autre ou l'inverse? Qui on prend en compte dans les analyses économiques, les acteurs directement impactés, ceux qui sont indirectement impactés, les filières. Donc là, la réponse est oui, clairement. L'environnement, sous forme d'indicateurs
techniques ou d'indicateurs globaux mais non monétaires, ok. Et ceux qui participent au financement du projet de territoire. Voilà, c'est ce qu'on a défini comme étant la sphère d'analyse et qui a été actée. Ensuite, il y a une pédagogie à faire auprès de l'ensemble des acteurs du projet de territoire pour leur expliquer à quoi doit servir une analyse économique et financière. Donc quand on se place du point de vue de l'intérêt général, du point de vue de la collectivité, on est là, c'est ce qu'on va faire, réaliser une analyse économique du point de vue de la collectivité. On peut avoir des résultats qui sont positifs ou négatifs, souhaitables ou non souhaitables du point de vue de la collectivité. Ce qu'il faut regarder aussi, et c'est ce qu'on va mettre dans la méthode d'analyse, c'est des indicateurs de rentabilité financière. C'est-à-dire quand on se place du point de vue d'un acteur privé en particulier. Un agriculteur, un gestionnaire de steppe, ce qu'on veut. Et là aussi, on peut avoir, pour ces acteurs-là, des projets qui sont souhaitables ou non souhaitables. L'intérêt de cette grille d'analyse et de la faire tout au long de la développer tout au long du projet, c'est d'identifier par exemple des projets qui sont souhaitables du point de vue de la collectivité, ici, et qui ne sont pas rentables du point de vue d'un agent particulier. Où là, chaque agent qui se trouvera ici, c'est un grain de sable dans la machine parce que il va pas vouloir participer au projet de territoire, il va être un grain de sable dans la mesure où la valeur ajoutée, la valeur que l'on peut créer sur le territoire, on n'arrivera pas à la dégager si on se prive de cet acteur-là. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour faire en sorte que cet acteur-là, il passe plutôt ici? Bon, l'instrument classique, c'est les subventions. Donc on est typiquement là dans, par exemple, des réserves de substitution ou autres, que, en supposant qu'elles soient intéressantes du point de vue de la collectivité, hein, si jamais c'est le cas, on ne dit pas que ça l'est, où on met le curseur taux de subvention pour que ça passe des agriculteurs de ici à là. On a d'autres projets qui sont souhaitables du point de vue de la collectivité et des agents privés, donc là, a priori, ça ne pose pas particulièrement de problème. Et puis, on peut avoir ça, des projets qui, du point de vue de la collectivité, ne sont pas souhaitables, alors qu'ils sont rentables du point de vue privé. Donc cela, c'est comment on fait pour les dissuader, est-ce qu'on fait du zèle, voilà. Et puis il peut y en avoir à la marge qui ont une rentabilité financière négative et économique négative, qui peuvent quand même être étudiées faute d'informations suffisantes, c'est-à-dire que on ne pense pas, enfin, faute d'informations, ça suffit. Donc une des principales étapes, c'est de définir, d'écrire les différences entre analyse économique et financière. Ouais, je vais accélérer, Patrice, tu dois partir. L'horizon temporel, c'est-à-dire sur quelle période on fait des analyses aussi. C'est un paramètre qui est super important, puisque un projet peut être rentable du point de vue de la collectivité sur 30 ans, et pas rentable sur 20 ans, et donc, fixer cet horizon, c'est important, mais on le fixe comment? Et on le fixe à quelle hauteur? Et si on prend des horizons temporels différents d'un projet de territoire à un autre, les résultats des projets de territoire ne sont pas comparables. Du coup, si les financeurs attendent du projet de territoire des résultats comparables pour éventuellement financer prioritairement un projet par rapport à un autre, il n'aura pas les moyens de le faire. Si on teste des scénarios sur 30 ans ou 25 ans, parce que ce sont des scénarios dans lesquels il n'y a pas de mesures structurantes, c'est que de l'adaptation agronomique, technique, donc 30 ans ça peut se justifier. Et si à côté de ça on a un scénario avec de la création de ressources, on va regarder plutôt la durée de vie moyenne de l'ouvrage et on va faire une analyse sur 40-50 ans. Mais le risque, c'est d'avoir deux scénarios qui n'ont pas le même horizon temporel, donc qui ne sont pas comparables, et l'analyse économique ne tient pas la route. Donc, on a une vraie question sur comment on choisit l'horizon temporel, ou comment les acteurs du territoire, les membres du
copie du projet de territoire ou du comité technique, etc., choisissent l'horizon temporel. Il y a une demande particulière, enfin spécifique de l'État pour très rapidement, avant que les discussions ne s'engagent sur des solutions qui ne seraient pas économiquement réalisables, d'écarter très rapidement les solutions qui sont trop coûteuses. Par exemple, calculer un indicateur de récupération des coûts rapide en faisant quelques hypothèses d'investissement et de taux de subvention pour voir si, par exemple, la culture du maïs est de nature à rentabiliser cet investissement à ce prix-là. Oui, non, non, hop, on oublie cette mesure-là. Commencez pas à y discuter pendant 2 ans parce que après les rancœurs vont se cristalliser et c'est pas la peine de se rendre compte à la fin du processus que c'était pas souhaitable. Bon, il y a comment on va traiter les coûts et bénéfices difficiles à évaluer, c'est ce que je disais au départ. Alors il n'y a pas que les bénéfices ou les coûts environnementaux, hein. Il y a aussi l'emploi, les bénéfices en termes d'aménagement du territoire, c'est pas simple à évaluer. Sur les filières, on y arrive, et donc je n'ai pas précisé, mais on s'intéresse à l'évaluation économique des projets de territoire, filières comprises. Ouais. Le changement climatique, comment on le prend en compte? Qui fournit au territoire des données sur le changement climatique? Quelle incertitude on prend en compte? Est-ce que c'est à chaque projet de territoire de faire sa petite cuisine avec des résultats d'Adour 2050, de l'équivalent sur RMC, ou est-ce qu'il y a une institution qui met à disposition de chaque territoire des scénarios climatiques à prendre en compte? C'est une question. La question de comment intégrer, mettre dans les discussions la question du changement climatique est aussi importante. Ça, ce sera plus Patrice, parce que les analyses économiques, dans tous les cas, elles vont intégrer ce changement climatique. Où chaque année, on va avoir une hausse des besoins, une réduction de la disponibilité en eau dans les cours d'eau. Quand on dit 10% de besoins en plus, ça fait de 10 à 20% de TP en plus, ça fait de 20 à 30% de besoins, ça fait 40 à 50% de débit en moins dans les cours d'eau. Donc c'est énorme. Hein, et comment on le prend en compte? Juste comme je viens de dire là, au pifomètre, ou est-ce qu'on a des données très fiables? On proposera aussi des méthodes simples pour prendre en compte les différents risques et incertitudes. Je passe. À la partie participation. C'est la participation dans le guide, c'est le chapitre 5, comment engager les acteurs sur les analyses et en partager les résultats. Donc il y aura une partie sur... Pardon? Ah ouais. Où est-ce qu'il est? À droite. Donc je précise que ce n'est pas un guide pour la concertation territoriale, c'est-à-dire qu'on a refusé de rentrer dans un guide pour l'ensemble de la démarche projet de territoire. Nous n'avons pas ici suffisamment d'expérience d'accompagnement de projet de territoire pour être en capacité de produire un guide pour l'ensemble de la démarche. L'expérience de l'UMR porte sur l'analyse économique sur un certain nombre de sites, dont certains ont contribué ici, hein, que ce soit sur la Drôme, sur la Beauce ou dans un certain nombre de sites. Et donc du coup, pour faire en sorte qu'un certain nombre d'acteurs, notamment le monde agricole, acceptent de jouer le jeu de l'exploration des futurs possibles, voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce pourquoi on a de l'expérience et on s'est engagé que là-dessus. Et donc, je rappelle bien toute cette partie-là en introduction. Et donc, du coup, il va y avoir 4 parties. Les méthodes pour participer à de la prospective, hein, avec deux approches qui vont être proposées.
soit l'approche concerter, analyser, choisir, c'est-à-dire qu'on part en gros d'une feuille blanche et on mobilise un certain nombre d'acteurs agricoles et non agricoles pour définir des scénarios d'évolution de l'agriculture et donc de la manière dont elle s'adaptera au contexte à venir pour définir en fait des scénarios qu'on aimerait bien évaluer sur le plan économique. Ou l'autre approche qui est proposée, écoutée et requalifiée, c'est celle qui a plus celle qu'a travaillé d'ailleurs l'UMR, c'est-à-dire de proposer à partir de sa propre expertise et avec un groupe restreint de gens acceptant d'explorer assez rapidement les futurs possibles, d'arriver dans une arène de concertation assez large, avec tous les acteurs, y compris des acteurs qui sont en conflit, de venir avec une pré-proposition de scénarios et les mettre en débat, donc la partie écoutée, et requalifier, réajuster ces fameux scénarios. Donc ça, c'est un petit peu les deux types d'approches qu'on peut avoir sur cette participation, sur cette partie prospective, qui est la clé, puisque c'est les scénarios qu'il faut évaluer. Après, il y aura des aspects méthodes pour la discussion de stratégie d'adaptation, et donc là, on est plus justement comment les collègues ont essayé de mobiliser les acteurs et mobiliser, y compris donc les acteurs agricoles, à évaluer des scénarios dans lesquels les restrictions sur l'usage de l'eau sont extrêmement importants. Et donc ça, c'est de toute façon, il y a un vrai enjeu de confiance. Des méthodes pour organiser les débats et les résultats. Donc après, comment on porte à connaissance ces résultats auprès d'un public pas forcément très à l'aise avec les enjeux agricoles. Et après, toute une dimension, donc ça c'est sur toutes les parties, hein, pas seulement sur la partie économique, sur le 5.3. Et puis après, il y a une dimension un peu plus pédagogique où il va y avoir beaucoup de résultats sous forme de fiches sur finalement comment on calcule les indicateurs, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc c'est en gros l'analyse économique pour les nuls. Voilà, comment on peut interpréter les différents résultats qui sont proposés. Ça, ça sera sur la dernière partie. Okay, donc je laisse Sébastien poursuivre sur l'analyse économique elle-même. Les principaux points. Après nous, ce qu'on va proposer, concernant le risque et les incertitudes, on l'avait déjà proposé il y a quelques temps à l'agence RMC, mais on va essayer de le reproposer là, c'est de fournir une méthode simple et rapide qui permette d'intégrer l'ensemble au moins des risques, des incertitudes radicales, c'est-à-dire oui, non, il y a une PAC, il n'y a pas de PAC, on ne peut pas le traiter sous forme de risque. Donc il y a différents scénarios qui peuvent se dégager aussi. Donc pour tout ce qui est incertitude radicale, on pourra réaliser des scénarios, mais pour tout ce qui est simplement risqué, la hausse de la variabilité des cours des productions, le changement climatique, l'incertitude que l'on a sur le type de sol des agriculteurs, puisque du coup on va avoir une incertitude sur les volumes consommés, l'incertitude sur le réglage des matériels, toute forme d'incertitude qu'on peut avoir, on peut l'intégrer assez facilement dans les analyses économiques en faisant des analyses de Monte Carlo, ou au moins proposer des tests de sensibilité. Donc on le proposera dans la méthode. L'idée étant, avec ces analyses c'est la méthode de Monte Carlo, c'est de fournir d'autres éléments d'aide à la décision. Une analyse économique classique, on fournit une valeur actualisée nette positive ou négative, c'est souhaitable, c'est pas souhaitable, avec éventuellement une décomposition en analyse financière pour chaque acteur concerné. Là, ce qu'on veut produire, c'est, eh bien oui, effectivement, en moyenne, c'est rentable, mais c'est souhaitable du point de vue de la collectivité, mais vous avez quand même 30% de chances que ce projet il ne soit pas souhaitable selon la configuration des paramètres qu'on peut avoir.
Donc ça, on considère que c'est plus riche en termes d'enseignement que fournir un simple résultat de valeur actualisée nette moyenne. Donc on va essayer de rendre cette méthode accessible assez facilement à tous ceux qui veulent réaliser des analyses coûts-bénéfices. Alors ensuite, il y a une phase classique de mise en œuvre d'analyse économique que je ne vais pas détailler, mais qui requiert quand même tout un ensemble d'informations physiques, techniques, économiques. Le point de départ, c'est reconstituer les exploitations types du bassin. Donc typologie d'exploitation, typologie pédoclimatique, donc il faut avoir des données sur des types de sols, parce qu'en fonction du type de sol et de la réserve utile des sols, on ne va pas consommer les mêmes volumes anneaux, ou les impacts associés à une restriction vont être différents en fonction de la réserve utile anneaux des sols, en fonction du climat. Même sur des petits bassins, on peut avoir des très fortes hétérogénéités climatiques amont-aval. Donc comment on peut faire pour prendre en compte ces hétérogénéités-là? Comment on simule les besoins anneaux, avec quel outil? Alors nous, IRSTEA, INRAR, VALIS, tous les grands instituts, on a des outils pour le faire, mais un bureau d'études, comment il fait? Il le simule avec quoi? Est-ce qu'il prend du dire d'expert? Est-ce qu'il fait juste un bilan de besoins classiques? Donc toute la procédure ensuite, c'est une procédure assez classique